Shakespeare. William Shakespeare. Tout le monde le connaît. En tout cas, on connaît son nom. Et peut-être quelques pièces comme Hamlet, Macbeth et Roméo et Juliette. Mais Shakespeare, c'est beaucoup plus que ça. Shakespeare, c'est 37 pièces de théâtre. Pour tous les goûts, pour tout le monde. On y trouve du suspense, de l'horreur, du drame, de la comédie, du burlesque, du fantastique et même de l'érotisme. Bon, Shakespeare, ça va. Mais conseiller stratégique, ça, c'est un peu plus mystérieux. Conseiller stratégique, en gros, c'est quelqu'un qui vous aide à planifier votre avenir. Par exemple, vous voulez vous construire une maison ou bien la rénover. Vous voulez vous partir en affaires ou bien tout simplement devenir travailleur autonome. Vous avez une entreprise et vous voulez améliorer vos services, vous voulez vous diversifier, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous faites? Une réflexion stratégique. Mais Shakespeare, là-dedans, je vous raconte. Comme tout le monde, quand j'étais jeune, à l'école, adolescent, j'ai suivi des cours de littérature. Et mon professeur, qui aimait bien Shakespeare, nous lisait des extraits de Hamlet, Macbeth et Roméo et Juliette. Ben, comme tout le monde dans la classe, là, je trouvais ça plate à mort. Je n'étais pas tout seul. Donc, quelques instants plus tard, quelques années, j'ai rencontré une amie qui aimait bien le théâtre. Évidemment, elle adorait Shakespeare. Et nous sommes allés voir Hamlet, Macbeth et Roméo et Juliette. Bon, intéressant, là, mais rien pour tomber sur le dos. Là. Quelques années plus tard encore, pratique à être vieux, là, on peut compter une histoire plus longue, j'ai décidé de lire Shakespeare. Ben là, le coup de foudre. J'ai adoré. J'ai aimé tellement ça que j'ai tout lu, les 37 pièces. 2 fois, plutôt qu'une. Une page en français, une page en anglais. Une page en français, une page en anglais. Évidemment, moi, je suis pas bilingue. Cette aventure a duré quelques années et parfois, quand je lisais, là, il y avait des liens directs avec mon travail. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ma relation intime avec William. On ne part pas de rumeurs. Tout ça a commencé au début des années 2000. J'étais assis comme vous, assis dans une salle, et j'écoutais le président de ma compagnie en train de nous faire un discours sur l'avenir de la compagnie. Il nous parlait du contexte économique, la mondialisation, etc., pour arriver au point culminant de son discours et nous dire « Nous avons vendu la compagnie ». Silence total dans la salle. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai eu mon premier flash. Eh oui, le soir précédent, je lisais Hamlet et j'avais lu le même discours. Bien, à peu près. Je vous raconte. Mais avant, parlons d'Hamlet. Vous pensez tous qu'Hamlet, c'est un sujet pour intellectuels difficile, mais non. C'est juste un bon polar et même un excellent polar. Eh oui, dans Hamlet, il y a 8 personnages principaux, puis ils vont tous mourir un à un au cours de la pièce, sauf un. Je ne vous dis pas lequel, vous irez voir la pièce. Pour vous donner un peu de contexte avant de lire l'extrait, le roi et la reine, mais ils vont mourir dans la pièce, demandent à son serviteur, ils vont mourir lui aussi, d'observer Hamlet, ils vont mourir lui aussi, parce que Hamlet, c'est ainsi, a des comportements un peu bizarres. Écoutez. Mon suzerain et madame, discutez ce que doit être la majesté royale, ce que sont les devoirs des sujets, pourquoi le jour est le jour, la nuit, et le temps, ce serait perdre la nuit, le jour et le temps. En conséquence, puisque la brièveté est l'âme de l'esprit et que la prolixité en est le corps et la floraison extérieure, je serai bref. Votre noble fils est fou, je dis fou, car définir en quoi la folie véritable consiste, ce serait tout simplement fou. Eh bien, voilà, le même discours. On parle de la pluie puis du beau temps, puis v'lan, on a vendu la compagnie. Et puis v'lan, votre fils est fou. J'ai trouvé l'extrait tellement bon que je l'ai envoyé à mon président pour lui dire que lui, William, avait exactement la même stratégie pour annoncer une nouvelle difficile. Il a bien aimé, il a bien ri. Il a même été flatté. Bien oui, je le comparais au grand William. À partir de ce moment-là, j'ai vu des exemples un peu partout. À l'époque, je faisais une étude pour une entreprise pour voir si on devait implanter un système de gestion des documents. Alors, je fais mon rapport selon les règles de l'art et je vais le présenter au comité directeur. Oh, beau dossier, on aime bien, mais on ne prend pas de décision pour savoir si on va investir dans le projet. Ah bien, on me dit plutôt, allez détailler un peu plus la solution, les coûts, les bénéfices. Je retourne faire mon travail, je reviens, je représente le dossier. Ah oui, excellent dossier, mais pas de décision si on va investir. Qu'est-ce qui cloche? Bien, allons voir Shakespeare dans une pièce qui s'appelle La Comédie des erreurs.
Dans cette pièce, il y a deux gentilshommes qui sont jumeaux, qui ont chacun un serviteur, qui sont aussi jumeaux entre eux. Ils se retrouvent à un moment donné dans une ville, sans le savoir, et ils sont tous ensemble. Vous voyez les moments cocasses qui vont arriver. Un des maîtres appelle son serviteur, lui donne de l'argent pour aller faire une transaction quelconque. Quelques instants plus tard, il se retourne, il voit le jumeau serviteur, et là, dialogue s'installe, mais un dialogue de sourds, ils ne se comprennent pas. Et le maître s'impatiente et crie, « Mais où est l'argent? » « Eh oui, mon client n'avait pas d'argent pour faire le projet. » C'est beau avoir un dossier rentable sur papier, mais si tu n'as pas d'argent, ça donne rien. Si Shakespeare était ici aujourd'hui, puis qu'il rencontrait mon client, il lui dirait dans ses mots, « Show me the money. » Aux dernières nouvelles, j'ai appris que mon client avait retrouvé de l'argent. C'est probablement son frère jumeau qui l'avait, et qui avait réussi à faire son système. De l'argent, ça en prend pour faire des projets. Mais aussi, il faut y trouver son compte. Ça prend des bénéfices aussi. Ceci est bien illustré dans une pièce de Shakespeare intitulée « Le marchand de Venise ». Dans cette pièce, Shylock, qui est le juif, va prêter de l'argent au marchand. Vous connaissez le mot Shylock? Il est resté un peu dans l'imaginaire des gens. Donc, avant de vous lire l'extrait, Shylock est sur le point de conclure un arrangement assez spécial avec le marchand qu'il déteste beaucoup. Dites-moi, s'il ne payait pas au terme marqué, que gagnerais-je en exigeant qu'il remplisse la condition proposée? Une livre de chair d'un homme, prise sur un homme, ne me serait pas si bonne ni si profitable que de la chair de mouton, de bœuf et de chèvre. Cet instant-là, Shylock, il veut prêter de l'argent au marchand, mais à une condition, okay? Que s'il ne rembourse pas à temps, le marchand va lui donner une livre de chair, mais une livre de chair du marchand. Vous comprenez le sadisme de la transaction? C'est pour m'acquérir ses bonnes grâces que je lui fais cette offre d'amitié. S'il veut l'accepter, à la bonne heure, sinon, adieu. Eh oui, Shylock est prêt à prêter à condition d'avoir son bénéfice, que le marchand signe. Évidemment, le marchand va signer parce qu'il est sûr qu'il va être en mesure de rembourser, mais comme vous en doutez, hein, il ne remboursera pas et Shylock va être bien obligé d'intenter un procès pour récupérer la fameuse livre de chair. Qui va gagner? Pensez vraiment, je vais vous le dire, vous irez voir la pièce. Ceci m'a fait penser à un événement qui m'est arrivé au début de ma carrière. J'étais associé dans une entreprise et nous voulions diversifier nos produits. Alors, nous avons décidé de peut-être faire du développement de logiciels. C'était notre rêve. Alors, on fait une étude de marché, on monte un bon dossier et un soir, on se réunit tous pour voir si on allait investir. À un moment donné, durant la soirée, un des associés me regarde et dit « C'est drôle. Dans le dossier qu'il y a là, je vois juste des coûts. Je ne vois pas de bénéfices. » Parti à rire. Eh oui, il y a des bénéfices. Ça fait 5 mois qu'on travaille là-dessus. C'est sûr qu'il y a des bénéfices. Puis d'aujourd'hui, peut-être j'aurais dû suivre le conseil de Shakespeare qui nous dit pas de bénéfices, pas de transactions. Peut-être vous voulez savoir la suite? On y va. Évidemment, on a investi. On a travaillé fort. On a eu beaucoup de plaisir. Et les bénéfices ne rentraient pas toujours comme on voulait. Mais ce n'était pas grave. On avait une bonne idée, on croyait à ça, on était des gens passionnés. Contexte économique difficile arriva et ce que vous pensez qui est arrivé? Eh oui, on est obligé de vendre la firme pour une bouchée de pain. On trouve une situation similaire dans une pièce de Shakespeare qui s'intitule Richard III. Dans cette pièce, à la fin, Richard III est pris au milieu d'une bataille. Il est à cheval, il tombe. Il voit l'ennemi arriver sur lui, il est tout seul, il panique et il crie « Mon royaume pour un cheval ». Évidemment, Richard était prêt à vendre son royaume pour un cheval ou une bouchée de pain. C'est pas mal la même chose. Pour ceux qui connaissent la pièce Richard III, vous me direz qu'il y a bien ce qu'il mérite. C'est vrai. Richard III, c'est un des personnages les plus diaboliques de Shakespeare. Pour ceux les plus jeunes dans la salle, mettons qu'il ressemble à Scar dans Le Royaume. Okay. Et il tue ou fait tuer allègrement tous ceux qui sont sur son chemin pour obtenir la couronne du royaume. Son rêve. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'avoir une vision ou un rêve, c'est important. Mais une bonne réflexion stratégique va vous aider à vous planifier afin d'éviter le pire. Parlant de pire, la pire chose qui peut nous arriver quand on fait une étude, c'est qu'on prenne l'étude pour la mettre sur une tablette. Bon, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, oui. Alors, j'allais vous conter un fait vécu
mais après réflexion, j'ai pensé que mon client n'apprécierait pas trop d'être cité dans une conférence ici. Alors, on va aller voir tout de suite ce que dit Shakespeare là-dessus dans une pièce qui s'intitule Henri IV, deuxième partie. C'est une des nombreuses pièces historiques de Shakespeare qui se passe durant la guerre des Deux Roses, qui est une chicane entre grandes familles nobles d'Angleterre pour la couronne. Et tout ça se passe durant la guerre de 100 ans. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de chicanes dans ce coin-là. Allons-y. À plus forte raison, dans cette grande entreprise où il s'agit presque de renverser un royaume ou d'en élever un autre, on comprend ici qu'on a une réflexion stratégique assez importante. Devons-nous examiner d'abord l'état des choses, considérer le plan, tomber d'accord d'une base sûre, consulter les ouvriers en chef, connaître nos propres facultés, considérer quelles sont nos forces pour entreprendre un pareil ouvrage et les peser contre celles d'un ennemi. On comprend ici là, qu'il faut faire les choses correctement. Sinon, nous composerons des armées sur papier et en peinture. Nous prendrons des noms d'hommes pour les hommes eux-mêmes. Et nous serons tous dans le cas de celui qui trace un modèle d'édifice au-dessus des ressources qu'il a pour construire, puis abandonne l'ouvrage à moitié fait. Eh oui, on travaille fort pour rien. Shakespeare nous dirait dans ses mots, beaucoup de bruit pour rien. Mais c'est pas une citation, ça. C'est une pièce de théâtre de Shakespeare. C'est une belle comédie où on retrouve les deux personnages principaux, un vieux garçon puis une vieille fille, pas vraiment en âge, mais en caractère, attirés l'un vers l'autre, mais trop orgueilleux pour le dire ou le faire voir. Beaucoup de dialogues savoureux. Mais une petite anecdote ici en passant que j'aime bien. En anglais, le titre de la pièce, c'est « Much ado for nothing ». Et j'ai longtemps cru que ça voulait dire « beaucoup d'adolescents qui font rien ». Heureusement, depuis, ma compréhension de l'anglais s'est améliorée et ma compréhension des adolescents aussi. Au fait, j'en ai eu 3. Parlant d'adolescents, je ne peux pas passer sous silence Roméo et Juliette. Vous pensez tous que c'est une petite romance démodée. Mais non, voyez plutôt. Imaginez plutôt que c'est un film d'ado et que l'action se passe à Jérusalem. Juliette, Juliette est une jeune juive de 14 ans. Et Roméo, un jeune arabe de 15 ans. Imaginez, parents, les amis. Alors, vous ne verrez pas la pièce de la même façon. Bon, vous allez dire, tu amènes-nous avec ça. Attendez un peu. J'accompagnais un client dans sa planification stratégique et tout allait bien. On faisait des ateliers comme il se doit. Et le client revenait souvent et disait, « Hey Bernard, quand est-ce qu'on va avoir des résultats? Là? Moi, je veux avoir des résultats concrets et rapides. Là. Je veux implanter des changements rapides. » Et là, je me suis rappelé une scène de Roméo et Juliette. Pas la fameuse scène du balcon, mais plutôt la scène avec Roméo et l'abbé. Moins romantique, mais ça va mieux que mon propos. Alors, Roméo, il dit, « Oh, partons, il y a urgence à nous hâter. » L'abbé répond, « Allons sagement, doucement, trébuche qui court vite. » Eh oui, encore une fois, William nous dit la bonne chose. Lorsqu'on fait une réflexion stratégique, on n'est pas dans l'urgence. Et si c'est urgent, ce n'est pas une réflexion stratégique. Mon client avait des problèmes urgents. Il n'était pas en train de planifier son futur, son avenir. Vous pensez que j'ai eu juste des cas problèmes dans ma carrière? Mais non, parfois j'ai eu du succès. Un jour, j'ai eu la chance de travailler, de faire la conception et la réalisation, de travailler sur le projet de conception-réalisation d'un projet qui s'intitulait « La gestion des points d'inaptitude » au Québec. Vous connaissez, là, les fameux points là, qui baissent quand on va trop vite sur l'autoroute? Alors, nous avons livré le projet exactement à la date prévue et exactement selon les coûts prévus. Vous allez dire un miracle? Non. On a tout simplement suivi les conseils de William, que je vais vous lire à l'instant, qui proviennent de la pièce Henri IV, deuxième partie. Quand nous voulons bâtir, nous commençons par examiner le projet. Ensuite, nous traçons le plan. Et lorsque nous avons le dessin de la maison sous les yeux, il faut ensuite faire le calcul des frais de construction. Bon, jusque-là, on fait tout ça, bon, ou presque. Si nous trouvons qu'ils excèdent nos facultés, c'est-à-dire que ça dépasse nos moyens financiers, que faisons-nous alors? Nous traçons un plan nouveau où les appartements sont rétrécis ou bien nous renonçons à bâtir. Quelle drôle d'idée, hein? On fait les plans en fonction des coûts? Jamais qu'on fait ça. Mais nous, dans le projet, c'est ce qu'on a fait. À chaque semaine, on se réunissait et on regardait le budget qui nous restait et le délai qui nous restait et on ajustait nos plans.
On a eu un succès fou. En passant, salut l'équipe du projet et merci William pour le bon conseil. Pas fini, pas fini, pas fini. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire Shakespeare et à interpréter ses propos, à faire des liens avec mon travail. Mais vous, n'ayez pas peur de Shakespeare. Osez le lire, en français, en anglais ou dans une édition bilingue, comme il vous plaira. Mais comme il vous plaira est aussi une pièce de Shakespeare, et dans laquelle on retrouve une belle citation que j'aimerais qu'on lise ensemble pour terminer. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Merci Shakespeare de m'avoir fait découvrir des rôles merveilleux. Merci William de m'avoir inspiré dans mon rôle de conseiller stratégique. Merci vous, cher auditoire, d'avoir joué votre rôle à la perfection. Merci.